en terminer avec les remerciements, je remercie donc cette section de yoga ici et le foyer, et puis vous tous qui avez pris la peine de venir jusqu'ici. C'est inhabituel, une conférence sur le yoga. Étrangement, à peu d'intervalle, ça fait la deuxième occasion, puisqu'il n'y a pas longtemps j'étais à Antibes et j'ai été aussi convié à faire une conférence sur le yoga, mais bon, c'était un peu différent comme contexte. Néanmoins, c'est toujours embarrassant de parler d'une discipline qui est avant tout expérientielle. Le yoga, c'est une expérience. Comme quelqu'un m'a dit quand j'en discutais à l'instant, c'est important quand même de mettre des mots sur les choses, donc je vais essayer de rendre justice à cette opportunité de parler du yoga. Alors, je voudrais commencer par 3 anecdotes qui m'ont beaucoup marqué quand, en 1963, pour la première fois, je me suis retrouvé en Inde, et avec l'espoir de trouver un enseignement de yoga. La première anecdote se situe au-dessus du Gange, sur un pont suspendu qui venait d'être construit, et à Rishikesh. Le mot Rishikesha veut dire le lieu de rencontre des rishis, des entendants, des voyants anciens, un peu l'équivalent des prophètes, si vous voulez. Et là, j'avais traversé dans un sens, je retraversais dans l'autre sens, et je m'aperçois que sur ce pont, où il n'y avait pas de circulation automobile, seulement piétonne, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes assis, des hommes uniquement, certains habillés en safran, en orange, comme les swamis, d'autres en blanc, comme les yogis, et d'autres vêtus du petit calot qui indique l'appartenance à un mouvement politique qui a perdu un peu de son emprise, mais qui à l'époque était très fort, le mouvement du Congrès. Et puis d'autres personnages, manifestement des paysans locaux. Et ça discutait, ça parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Alors d'abord je me suis tenu à distance, puis en hardi je me suis approché pour essayer de comprendre de quoi il parlait. Il parlait en hindi. Moi je ne parlais pas hindi et je baragouinais l'anglais. Mais enfin, il y avait quand même suffisamment de connaissances de l'anglais pour comprendre. À certains moments, la conversation était mélangée. Il y avait du hindi, mais aussi de l'anglais. J'ai fini par comprendre qu'il discutait de la nature de la réalité. Et je me suis dit, tiens, ça alors vraiment en France, je ne vois pas sur le pont à Millau par exemple, un groupe de technos locaux ou d'érudits universitaires assis par terre en train de discuter avec beaucoup d'enthousiasme sur la nature de la réalité ultime. Voilà déjà une première constatation qui remonte à plusieurs années, mais qui différencie très nettement, je pense, l'Inde de la plupart des pays du monde. Et dans ce sens, il y a une grande différence culturelle. Là-bas, c'est vraiment le point d'appui de la société, même aujourd'hui, même s'il y a énormément de changements, il y a quand même cette avidité de comprendre le sens de l'existence et pourquoi l'être humain est doué d'intelligence et pourquoi il se pose des questions et quelles sont les questions fondamentales qu'il faut se poser. Pas seulement celles concernant la survie, mais aussi des questions qui vont plus loin que simplement la question de la survie. Donc là, j'ai été impressionné positivement, je vais dire. La deuxième anecdote, c'est quelques mois plus tard, dans un autre lieu, à Varanasi, plus connu sous le nom de Bénarès, ville sacrée pour les hindous. Quand j'arrive dans cette ville, j'étais parti en voiture. Donc j'arrive en voiture, et j'étais parti de France en voiture, j'avais fait tout le trajet. J'arrive sur les bords du Gange à nouveau, mais c'est plus du tout le même Gange, c'est beaucoup plus pollué, beaucoup plus large, et beaucoup plus peuplé aussi que Rishikesh. Et là, en plein mois d'août, chaleur torride, je vois 4 feux, 4 brasiers impressionnants, et au centre de ces 4 brasiers, un homme quasiment nu, quasiment squelettique, avec un bras levé, qui maintenait levé, qui s'était desséché, il n'y avait plus que la structure squelettique et la peau, et qui ne pouvait plus bouger, et puis aveugle parce qu'il fixait le soleil. Et c'était donc
ce qu'on appelle un tapasvin, quelqu'un qui pratique des austérités dans l'espoir de réaliser le sens de l'existence. Et là, le choc était aussi fort, mais très négatif. Je me suis dit, si c'est ça l'Inde, si c'est ça que l'Inde nous propose, non merci. Et puis, je reviens en arrière, parce que j'ai souhaité le présenter dans cet ordre, la troisième anecdote, qui s'est déroulée, qui ne m'a pas frappé sur le moment autant, et c'est pour ça que j'en parle en dernier. C'était à Rishikesh aussi, quand pour une deuxième fois j'ai traversé ce pont où j'avais la première fois vu ces personnes en grande discussion, un jeune garçon me propose de me conduire dans un ashram qui n'est pas connu, qui vient de se construire, où il y a, paraît-il, un Bal yogi. Alors, Bal en sanskrit, ça veut dire, Balam, ça veut dire l'enfant. Donc, un yogi dès l'enfance. C'est... dans la croyance de l'Inde, il y a des êtres humains qui, dès le plus jeune âge, on va dire, se sentent attirés par la voie du yoga. Et donc, ce jeune homme, qui avait à cette époque-là peut-être entre 20 et 25 ans, je ne sais pas exactement, venait de se construire un mini-ashram. Maintenant, si vous allez à Rishikesh, il y a des très grands ashrams. Mais là, c'était vraiment un tout petit. Vous savez ce que c'est qu'un ashram? En fait, c'est un lieu... Bon, ashrama, en sanskrit, ça veut dire un lieu où on fait un effort sur soi-même. Et ce sont des lieux qui, en général, se créent autour d'un maître ou d'un enseignement. Donc, il avait créé ce petit ashram qui était, alors vraiment, tout à fait... il tranchait sur l'environnement, parce qu'il était d'une propreté absolue. Les murs étaient chaulés de blanc, la cour était impeccablement balayée. D'ailleurs, quand je suis arrivé, il était en train de balayer lui-même. Il y avait, comme le disent les Védas, un puits creusé au milieu de la cour. Lui-même était habillé tout de blanc, absolument impeccable, et les cheveux noirs, coiffés comme il faut. Enfin, ni rasé, ni avec de la cendre. Bon, une très bonne impression. Et évidemment, malheureusement, il ne parlait pas anglais, et il parlait que hindi. Donc on n'a pas eu une grande conversation, mais sur le coup, je n'ai pas été frappé. Puis après coup... j'ai senti que c'était quelqu'un de vraiment à la fois authentique et qu'il avait sûrement un enseignement très intéressant à donner, mais que je ne pouvais pas communiquer avec lui. Voilà, ça, je choisis de commencer par ces trois impressions qui me restent pour vous donner une idée de ce que peut être le choc pour un jeune homme venu de France, sorti pour la première fois d'Europe et qui débarque en Inde après un voyage assez... impressionnant de toute façon, hein, traverser l'Iran, l'Afghanistan ou la Turquie même, c'est déjà des expériences fortes. Alors, dans le texte de présentation de la conférence, la question est posée, c'est moi qui ai écrit le texte, hein, la question est posée, quels sont les préalables pour s'engager dans la discipline du yoga. Le mot discipline ici dans le sens étymologique, à savoir vouloir apprendre. Les préalables, il me semble, sont avant tout l'insatisfaction l'insatisfaction vis-à-vis de ce qui semble être le désir de la majorité des gens, le désir de sécurité et le désir de confort. Il y a une sorte de contradiction entre ce qu'est la recherche du yoga et le contentement dans une semblance de sécurité et un semblant de confort. Donc si on est à la recherche de l'un et de l'autre, je crois qu'il y a une contradiction au départ. Le yoga ne va nous donner ni confort, ni sécurité. C'est le premier point. Ensuite, la discipline elle-même. Alors, je dis discipline, maille-françaisité, philosophie. Non, la philosophie, c'est un concept grec, l'amour de la sagesse, et l'Inde n'a jamais été intéressée par la sagesse en soi, et encore moins par l'approfondissement du concept de la pensée. L'Inde n'est intéressée que par une seule chose, enfin la culture de l'Inde, dans son origine, c'est parce que on pourrait, enfin ce que les hindous appellent moksha, la libération,
Et synonyme de ce terme de libération, il y a le terme de connaissance. Il y a deux mots sanscrits pour la connaissance, Veda, qui vient de la racine vid, savoir, mais savoir pas dans le sens intellectuel, avoir vu et compris la réalité ultime dont ont parlé ces personnages assis. Et c'est le nom donné aux textes assez nombreux qui ont servi de fondation à la culture de l'Inde et à la religion. Le Veda. En fait, il y a 4 Védas, mais on dit le Veda parce que les 4 recensions sont considérées comme un tout. Et cette intention ou cet intérêt pour la libération, moksha, a pris de multiples formes en Inde. Par exemple, en réaction au courant global de l'hindouisme, il y a eu le bouddhisme qui s'est exporté et qui est très présent en France avec les Tibétains. Il y a eu le jainisme, il y a eu plusieurs courants qui sont tous orientés dans cette même direction de la recherche de la libération, moksha, ou du savoir. Donc oui, je renoue le fil avec mon... J'ai oublié quelque chose dans l'exposé. Le savoir, ça, en sanskrit, c'est Veda, mais c'est aussi Jnana, la connaissance. Alors, la connaissance, c'est presque identique au mot libération, c'est-à-dire que pour l'Inde, en tout cas à l'origine, se libérer des contraintes, des aliénations qui sont le propre de l'espèce humaine, c'est une question de connaissance, c'est pas une question d'action. L'action ne nous libère pas. Il y a un seul courant qui a vu les choses autrement, c'est le Tantra, qui considère qu'au contraire que l'action libère, mais une action particulière. Mais dans le contexte de l'Inde, il s'agit de voir clairement. Et de voir quoi? Qui sommes-nous réellement? Ou plus exactement, parce que cette question ne peut se poser qu'au singulier si on veut y trouver une réponse, que suis-je? Qui suis-je? Et là, les deux principales voies sont dans l'ordre d'importance. La première, le Vedanta, et la seconde, le yoga. Le yoga en Inde étant quand même jusqu'au XXe siècle, on va dire, plutôt, sinon méprisé, du moins considéré comme moins efficace, on va dire, en termes de libération, que le Vedanta. Au XXe siècle, il y a eu des courants qui ont fait se joindre ces deux approches, et on parle même, justement à Rishikesh, il y a un endroit qui est un ashram qui s'intitule Yoga Vedanta, qui a fait le lien entre ces deux points de vue. Alors, on va rester avec le yoga, mais je voulais juste brosser une sorte de tableau d'ensemble. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est quel est l'objectif du yoga? Je ne dirai pas l'objectif du yoga ici, puisque vous le connaissez, c'est le vôtre. Mais l'objectif du yoga, dans sa version originelle, et qui est assez dévoyée en Occident, mais aussi assez dévoyée en Inde aujourd'hui. Donc après, il faut faire le lien entre l'objectif originel et les objectifs multiples qui sont ceux qui conduisent les gens au yoga aujourd'hui. L'objectif du yoga, en termes de libération, c'est tout unifier ou réunifier, comme on veut, en soi. C'est-à-dire, c'est une discipline qui considère que l'être humain ne peut pas vraiment agir d'une façon puissante sur l'extérieur, et le seul lieu où il puisse agir, c'est sur lui-même. Et l'action consiste à réunifier des éléments qui ont tendance à partir dans tous les sens. Donc c'est un mouvement de retour à soi. C'est la définition que donne l'auteur du traité qui expose le Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali étant l'auteur mythique dont on connaît très peu de choses. Il donne comme définition du yoga, yoga égale yuj samadhau. Le yoga, c'est l'union
dans un état intérieur de réunification ou de rassemblement de tous les facteurs qui autrement sont vécus comme séparément. Par exemple, on vit comme séparés les réalités du corps, les sensations, le schéma corporel, les postures de yoga si vous voulez, et l'activité psychique, les pensées, les émotions, les sentiments, les souvenirs, comme si c'était deux domaines distincts. En fait, c'est un seul domaine. Mais au-delà de ça aussi, la réalité de ce que nous sommes, qu'on pourrait qualifier la nature spirituelle de l'être humain, bien que ce mot ne corresponde pas vraiment aux notions qui existent en Inde, spiritus. Donc quelque chose qui est autre que le physique et autre que le psychique. Et là, on est en plein dans la dynamique ou le processus propre au yoga, dans son authenticité, c'est de distinguer clairement ce qui est de la nature de l'objet et ce qui est de la nature du sujet. En ce sens, il y a des liens à faire avec la psychanalyse sans doute. Mais le point de vue du yoga est très différent. Là, par exemple, j'ai sous les yeux un objet. Déjà, cet objet, je peux le voir de deux façons. Je parle de la table. Vous avez cette table sous les yeux, mais pas du tout de mon point de vue. De mon point de vue, je la surplombe, et donc je la vois éclairée par des rayons lumineux qui font que cette table, si je regarde la table en tant qu'objet concret, ben j'ai posé des objets dessus, mais si je la regarde comme un spectacle, c'est comme un miroir qui reflète la lumière, avec des ombres, des éclairages. Vous envoyez la tranche, les pieds et mes jambes. C'est un autre point de vue. Et ça, c'est un point très important dans l'enseignement du yoga, c'est qu'on ne peut connaître une chose que si on ne se contente pas de la regarder d'un seul point d'observation. Donc il faut savoir changer de point d'observation pour observer une chose avant de pouvoir prétendre la connaître sous tous les angles. Par en dessous, par en dessus, à gauche, à droite, devant, derrière. C'est ce qu'on appelle paridrishta en sanskrit, c'est regarder tout autour. Ça, c'est fondamental. Donc, dans cette recherche de ce qui distingue les objets comme la table et le sujet dont je n'ai pas encore parlé, c'est important de ne pas se contenter d'un seul point de vue, de ne pas s'enfermer dans une seule manière de penser ou de voir. C'est donc d'avoir une attitude d'expérimentateur, de chercheur. Pas d'accepter un point de vue sans le discuter, sans réfléchir, sans chercher. Donc, voilà un objet qui, je pense, dans nos esprits respectifs, correspond bien à une réalité qui est la table est un objet. Maintenant, un peu méditerranéen sur les bords depuis que je vis dans le sud de la France, je parle avec des mouvements de la main. Alors, ma main, c'est un objet pour vous, mais est-ce un objet pour moi? Oui, bien sûr. C'est un objet que je vois, d'une part, et que je ressens, d'autre part. Par exemple, vous avez chacun une position de bras et de mains différente, mais si j'attire votre attention sur vos mains, vous allez vous rendre compte, même sans les regarder, que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, donc c'est un objet, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est conscient de cet objet, même si on a l'habitude de dire « ma main », on se rend bien compte que cette main est à une certaine distance en termes de séparation sujet-objet de cela qui perçoit la main. Et là maintenant, si je considère que bon, le corps, on en a fait le tour avec la main, ce qui est rapide, sinon s'il suffisait de ça, il n'y aurait pas toutes les postures de yoga. Les postures de yoga sont là pour nous inviter à explorer les différentes dimensions de cette réalité objective dans le sens de la nature d'un objet qu'est le corps. Si on prend un objet plus subtil, on peut porter notre attention maintenant sur le souffle. Donc là, comme je parle, ça met en action la respiration. Vous, si vous êtes tranquille, si vous n'êtes pas en train de vous dire « mince, j'ai oublié la casserole sur le feu », votre souffle doit être tranquille aussi. Et néanmoins, vous voyez bien que le souffle, qui est une sensation particulière à l'inspire, une autre sensation différente à l'expire,
c'est quelque chose que vous percevez. Donc c'est de la nature d'un objet, c'est une sensation, la sensation est un objet. Il y a quelque chose qui prend conscience de cette sensation, et cette sensation n'est pas le sujet, c'est un objet. Je suis en train d'expérimenter avec vous la démarche de yoga qui consiste à essayer de se rapprocher de ce que c'est que ce que je suis. Si on avance d'un pas dans la recherche, à ce moment-là, il y a tout ce qui est en train d'être dit, c'est-à-dire des pensées mises en mots, des formules, des formulations. Mais vous avez peut-être vos propres pensées en ce moment. Vous dites peut-être, mais pourquoi il raconte tout ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me parle des postures de yoga, par exemple. Et ça, c'est une pensée. Mais la pensée, quelle qu'elle soit, celle qui vous traverse l'esprit, celle que sans doute vous ne choisissez pas d'avoir maintenant, mais qui est en train de traverser votre propre esprit, cette pensée, dans la mesure où elle est perçue, c'est bien un objet aussi. Donc, la pensée, les pensées, et tout ce qui accompagne la pensée, les pensées, c'est-à-dire une pensée déclenche le souvenir de quelque chose. Par exemple, une autre conférence qui a eu lieu sur le yoga auquel vous avez assisté, et ça ne parlait pas du tout de ça, par exemple, toute pensée étant perçue ne peut pas être le sujet, ne peut pas être cela qui observe. Et ainsi, de fil en aiguille, je ne vous dirai pas ce qui observe. Allez voir votre professeur. Je lui laisse le fardeau de démontrer qu'est-ce que c'est qui observe. Mais ce processus-là, c'est le processus fondamental d'investigation ou d'enquête qui doit nous conduire, ou en tout cas nous rapprocher, de la prise de conscience de qui je suis vraiment. Et dans ce processus, il y a plein de choses qui sont abandonnées. Quand on voit qu'une chose n'est pas ça, eh bien, on ne s'attache plus à cette chose. On n'est plus pris par cette chose. Théoriquement. En pratique, les choses nous collent au corps. Les choses, surtout psychiques, nous collent. Et c'est pas si facile que ça de s'en libérer. Mais le principe est là. Alors, ça signifie que dans cette recherche de qui suis-je, le yoga dit pour cela, il faut d'abord s'arrêter de donner crédit à la pensée, non pas par rapport à la survie, là la pensée est un outil important qui a permis à l'être humain, par exemple, vous êtes mieux que moi assis sur des fauteuils de cinéma, j'espère que ça vous incite à sombrer dans le sommeil parce que c'est l'état supérieur. Et en dormant, vous entendrez et vous intégrerez beaucoup mieux que si vous êtes dans l'état de veille, parce que dans l'état de veille, il y a le mental, les pensées qui continuent, qui s'opposent, qui s'interrogent, et puis on ne peut pas poser de questions, enfin pas tout de suite, après oui. Et donc tout ça, ça fait que peut-être vous l'absorberiez mieux si vous dormiez. Vous avez les conditions réunies pour cela. Bien que l'heure s'y prête pas trop. Le soir, ça marcherait mieux. Et donc, du coup, je suis en train de perdre le fil de ce que j'étais en train d'essayer de développer. Oui, dans ce processus de recherche de ce que je suis, la pensée, qui est un outil utile en termes de survie, est un mauvais conseiller ou un mauvais instrument, parce que la pensée étant un objet, mais ayant tendance à vouloir se positionner comme sujet, nous avons une forte inclination à prendre tellement au sérieux nos pensées, en particulier les pensées qui concernent le soi-disant sujet. Je suis très déprimé aujourd'hui, vraiment, j'ai pas envie de me lever. Et puis d'ailleurs, de toute façon, mon histoire est terrible, personne ne peut me comprendre. Ah ben je vais peut-être appeler une telle ou une telle parce qu'elle au moins elle accepte de m'écouter, etc. Ce genre de pensée, on y croit à fond la caisse. Et donc la première recommandation du yoga, c'est d'arrêter de croire à ce flot de pensées qui ne servent à rien, qu'à nous plonger. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il y a une chance de découvrir ce qui est notre nature authentique. Et le terme qu'emploie Patanjali pour le décrire, c'est cela qui voit. Donc le sujet est de la nature de la vision
Mais vision ici, c'est pas vision oculaire, c'est cela qui voit ou qui connaît tous les objets, quels qu'ils soient, matériels, corporels, psychiques. Ensuite, quelques mots sur les moyens, parce qu'on est encore très loin des postures. Quels sont les moyens que le yoga propose? Alors, fondamentalement, il y en a trois. Deux qui sont considérés comme devant fonctionner ensemble, et le troisième qui fonctionne tout seul, mais qui est peut-être le moins accessible aujourd'hui, et en particulier en France. Alors, les deux premiers moyens qui fonctionnent ensemble, c'est se donner comme tâche dans l'existence, en dehors de toutes les tâches qui concernent la survie, c'est se donner comme tâche d'essayer d'aller dans la direction de la stabilité intérieure, de l'immobilité. C'est-à-dire de ne pas se laisser balayer par les événements extérieurs, mais aussi par les pensées, mais aussi et surtout par les émotions. C'est un effort. C'est quelque chose qui ne vient pas spontanément. La psyché humaine est très mobile. Elle est comparée à du mercure. Vous avez vu déjà, si une grosse quantité de mercure tombe par terre, ça fait plein de petites billes ou boules minuscules qui partent dans toutes les directions. Voilà, la psyché, c'est ça. Dès qu'il y a un événement, paf, ça part dans toutes les directions. Et il faut un effort pour rassembler ces morceaux, pour ne pas les laisser partir dans toutes les directions. Et cela, ça dépend de la capacité et de la qualité de l'attention. Donc on pourrait dire que la stabilité intérieure dépend du développement de l'attention. Ça vient très facilement, spontanément, quand on est passionné par quelque chose. Quand on agit avec enthousiasme dans une direction, qu'elle soit le scientifique dans sa recherche, l'artiste dans son art, le sportif dans son sport, l'intellectuel dans sa suite de pensée. Si on est captivé par ce que l'on fait, il y a l'attention se porte avec facilité et continuité sur l'action, et de ce fait, le côté très facilement perturbé de la psyché, pour le temps que dure cette action, disparaît. D'une certaine manière, là, on commence à entrer en relation avec la posture. Parce que ce qu'on apprend en yoga, c'est pas à faire... Enfin, si, il y a des courants de yoga où on vous met de la musique, c'est un peu comme la gymnastique, et on vous dit de prendre des postures en écoutant la musique, par exemple, je ne sais pas, je crois que ça existe. C'est pas du tout la direction du yoga. La direction du yoga, c'est de porter son attention sur l'action. Et de ce fait, dans la posture, il y a un développement d'attention qui peut se produire. Donc il y a un rapport avec ce premier moyen, l'effort de créer de la stabilité intérieure, ce qu'on appelle en sanskrit abhyasa. Le mot abhyasa signifie un mouvement de retour du sujet vers lui-même, mais sachant que ça ne va pas être facile, qu'il va y avoir quelques difficultés. Si c'était facile, on le saurait, parce qu'on serait tous déjà réalisés dans un état de connaissance. Et on peut expliquer historiquement pourquoi c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'espèce humaine, jusqu'à il y a peu, était quand même la plus fragile en termes d'espèces évoluées, étant donné qu'on n'a ni carapace, ni crocs, ni griffes, et qu'il a fallu survivre et utiliser toute l'intelligence pour survivre. Et de ce fait, la psyché, elle est instable et elle est aux aguets, sur ses gardes, comme un gibier, comme une antilope dans la prairie quand il y a une troupe de lionnes qui s'approche. Et donc, cet effort est nécessaire. Main dans la main, avec cet effort, le yoga dit oui, mais il faut aussi refuser de coller aux événements. Si, comme la vie est faite d'événements très multiples, si on s'attache à un événement passé, quel qu'il soit, ou à l'événement présent, si on s'y attache dans le sens, on ne le laisse pas couler, voilà, c'est ce qui est maintenant, mais
nul ne sait ce qui va se passer ensuite. Si on s'accroche à cet événement, si on le laisse se coller à soi, alors on alimente les facteurs de perturbation de la psyché. Et donc, ce qu'on appelle le vairagam en yoga, le détachement, c'est cette capacité à ou en tout cas cette intention de ne pas se coller aux événements, ou plutôt pas laisser les événements se coller à soi. Par événement, j'entends aussi bien les objets matériels, qui sont relativement bénins, que les situations relationnelles, qui sont beaucoup plus lourdes et difficiles, parce qu'elles influent, elles agissent sur un aspect de nous-mêmes dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très présent, qui est le personnage psychologique. On en reparlera peut-être, je ne sais pas. Il ne faut pas non plus que je développe trop longtemps, que je ne dépasse pas trop le temps. Et donc, voilà pour ces deux moyens. Alors, le troisième moyen, il est plus religieux. Il est peut-être encore présent en France, mais il a été présent dans certaines périodes au Moyen-Âge, etc. Il est encore très présent en Inde et dans beaucoup de pays du monde. C'est la conviction qu'en tant qu'individu qui se pense séparé, je dois accepter que je n'ai pas énormément de pouvoir, en fait que j'en ai quasiment aucun. Et que ceux-là qui a le pouvoir, la seule attitude intelligente, c'est de m'en remettre entièrement entre ses mains. Et je dis ça d'une manière aussi neutre que possible, mais bien entendu, si on parlait du yoga en Inde, on ne dirait pas entre ses mains, on dirait entre les mains de ou Vishnu, ou Shiva, ou un des noms qui sert à désigner ce qu'ici en Occident on appellerait Dieu, même si cette notion est différente en Inde. C'est un peu que ta volonté soit faite, ou Inshallah, c'est-à-dire la réalisation que nous n'avons pas choisi de naître et nous ne choisissons pas le destin qui se déroule au fur et à mesure qu'il se déroule. Notre seul choix, c'est ou bien de le refuser ou bien de l'accepter. Si on le refuse, on augmente la tension et la souffrance. Si on l'accepte, ça coule plus facilement. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle Ishvara Pranidhana. Et ensuite, le texte va développer d'une manière plus concrète les moyens, parce que là c'est des principes, si vous voulez, que je viens de décrire. C'est le fondement de la discipline, mais après il y a les moyens concrets. Et ces moyens concrets sont décrits comme étant Ashtanga, c'est-à-dire 8 membres. L'organisme yoga est constitué de 8 membres. Pas de 1, pas de 2, pas de 3, mais de 8. Et heureusement, nous ne sommes pas censés entrer de plein pied dans les 8 membres sous prétexte qu'on s'engage dans la discipline du yoga. Il suffit de pénétrer dans l'organisme, un peu comme un virus qui entre dans un organisme. Il n'est pas obligé d'envahir par tous les orifices. Un seul orifice lui suffit. Donc un être humain qui veut s'engager dans le yoga, il est attiré par un des membres, il rentre par ce membre, et après, ma foi, où le yoga va le conduire, ça personne ne peut le dire. Donc les 8 membres, je vais les énumérer dans l'ordre où ils sont présentés, et ils sont présentés du plus externe vers le plus interne. C'est-à-dire que probablement les plus externes seront ceux qui auront le plus de candidats, on va dire, et les plus internes, c'est plus rare que les êtres humains y pénètrent par là, mais ça arrive. Le premier membre, c'est comment parvenir à diminuer les conflits avec ce qui semble être quelqu'un d'autre que soi. J'emploie des périphrases de quelqu'un d'autre, qui semble être quelqu'un d'autre parce que rien ne démontre qu'il existe plus qu'un seul être. Mais voilà, on est obligé de partir, de faire concession à la conviction, je pense, la plupart d'entre nous, qu'il y a autant d'êtres séparés qu'il y a ici de corps et de psyché qui sont séparés. Et donc, dans cette concession-là, on estime qu'une des grandes sources de perturbation,
c'est la relation à autrui. Donc il y a un certain nombre de propositions pour explorer autrement la relation à autrui que celle qui vient spontanément à partir de son propre tempérament et de sa propre éducation et de son propre parcours, pour voir si ça permet d'avoir une relation à l'autre moins conflictuelle, on va dire. C'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est très égoïste en fait. C'est pour ne pas inutilement créer de la perturbation en soi, avec derrière la conviction que on ne peut réellement tendre la main vers autrui que si on est soi-même sorti de l'océan. Si l'autre est en train de se noyer et qu'on est dans l'eau avec lui et qu'on se noie aussi, on peut tendre la main à l'autre, on va couler à deux au lieu de couler tout seul. Donc il vaut mieux d'abord sortir et ensuite seulement tendre la main. Donc l'idée c'est qu'il faut d'abord se sortir de cette perturbation incessante et d'abord savoir qui on est vraiment avant de pouvoir prétendre aider qui que ce soit. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, de nombreux yogis ont quitté le contexte social dans l'espoir justement de faire cesser la perturbation due à la relation à autrui, et se sont réfugiés dans les caves, dans les grottes des Himalayas, et là ils sont aperçus que c'était toujours pas réglé, parce que même quand on est tout seul avec soi-même, la perturbation continue, et la perturbation elle vient de soi-même. Et on n'est jamais plus conscient de soi que quand on est tout seul pendant un certain temps, et qu'on ne parle à personne. Là il y a toutes les pensées, toutes les émotions qui montent, etc. Donc, retirés dans les grottes, ils se sont aperçus qu'il fallait trouver aussi une solution pour avoir une relation à soi-même qui soit moins perturbatrice. Donc ça, c'est le second membre qu'on appelle Niyama, qui est constitué de 5 conseils. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça nous entraînerait trop loin au point de vue du temps. Je vous conseille de lire les Yoga Sutras de Patanjali si ce n'est pas encore fait. Ensuite, il y a ce que vous connaissez, en tout cas tous ceux ou celles qui ont pratiqué le yoga, on arrive aux asanas. Le mot asana, qui signifie en réalité assise et qui est traduit par posture, est construit sur le verbe as, qui signifie en deuxième degré s'asseoir et en premier degré être. Et en sanskrit, il y a deux verbes être. Il y a as, qui signifie être sans changement, être immuable, et bu, qui signifie être en devenir. Et ce mot, on le retrouve souvent dans le yoga, la racine bu aussi. Mais ici, la posture, c'est l'idée qu'on revient à l'être immuable à travers la posture. Ça peut sembler étonnant, parce que en quoi le corps qui n'est pas immuable conduirait-il à cela qui est immuable ? C'est dans la même dynamique que ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que si on observe le corps, on est peu ou mal relié au corps la plupart du temps. C'est-à-dire on est relié au corps comme un instrument qui fait des choses. J'ai envie d'une tasse de thé, je vais faire une tasse de thé, c'est le corps qui est l'outil par lequel j'obtiens la tasse de thé. Mais le corps a sa vie propre et surtout c'est un réceptacle. Il a enregistré dans ses cellules des mémoires qui sont à la fois de l'histoire personnelle et de l'histoire de l'espèce, de la vie. Et donc ça, on ne la connaît pas cette histoire, où on ne sait pas se mettre à l'écoute du corps. Donc dans la posture de yoga, il y a une manière de revenir à soi, ou chez soi, au vrai sujet, à deux conditions. Et c'est la définition de la posture de yoga. La première condition, c'est que quand on repère une tension, au début on est très conscient d'avoir des tensions, et puis en faisant du yoga on s'aperçoit que ces tensions lâchent, on est très content, et puis on s'aperçoit qu'il y a d'autres tensions qui étaient sous-jacentes, dont on n'était pas conscient. Donc c'est un trajet de prise de conscience de tension plus profonde, et donc la condition pour que la posture nous ramène au sujet, c'est d'appliquer un effort intelligent
pour réduire les tensions au fur et à mesure qu'elles se présentent. Parce que vivre avec des tensions, c'est vivre avec un objet qui prend toute la place. Si on est détendu, il y a une sorte d'ouverture qui se fait qui permet d'être conscient de beaucoup plus de choses. Si on est tendu, on est conscient de la tension. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est accepter de tomber dans cela qui n'a pas de limite. Le Ananta Samapati. Alors la posture de yoga est censée nous autoriser à entrer dans une dimension qui n'est pas celle des limites. Et évidemment, ça peut sembler paradoxal parce que, en apparence, le corps a des limites. En apparence. C'est une question de, comment dire, de conditionnement, de le penser comme et de le sentir comme limité. Mais à travers le travail de posture, on s'aperçoit que ce qui était tendu et qui empêchait la prise de conscience de quelque chose de plus vaste, au fur et à mesure que ça se détend, il y a une prise de conscience qui devient de plus en plus subtile et qui s'élargit. Voilà, c'est peut-être dans cette direction qu'on peut comprendre ce que c'est que l'illimité. Donc ça, c'est asana. Et ensuite, le quatrième membre, pranayama, signifie l'extension, l'allongement du souffle, mais le souffle, prana, c'est pas seulement l'inspiration et l'expiration, c'est pas seulement le souffle respiratoire, c'est aussi le souffle de vie. Alors ça appartient au fait, ça participe plutôt du fait que le yoga est une voie dite progressive. C'est-à-dire que le yoga considère que l'être humain qui est capable presque instantanément de voir sa vraie nature et de se libérer instantanément, c'est quand même l'exception. Et que la plupart d'entre nous, nous avons besoin de tout un travail préalable avant que cette prise de conscience puisse se faire. Et donc, pour ça, plus on vit longtemps, plus on a de chances que ça se produise, à condition, bien sûr, qu'on vive longtemps en bonne forme. Donc, le pranayama est le facteur qui nous permet, d'une part, de prolonger la vie, ou plus exactement de la préserver, parce qu'on ne la prolonge pas, on a une durée de vie conditionnée par beaucoup de facteurs, dont surtout les facteurs génétiques. Et donc, en dehors des accidents et de la maladie, le pranayama serait le facteur qui permet de garder un fonctionnement optimal du cerveau, du système nerveux et une qualité optimale du flux sanguin, qui sont les seuls médecins qui existent sur cette planète, fondamentalement. Et donc le pranayama, c'est quelque chose, je ne vais pas développer ici, mais c'est quelque chose qui commence à entrer dans la pratique du yoga en Occident, mais avec plein de bémols, avec plein d'hésitations, et ça semble difficile de faire goûter la saveur de ce que c'est que de rester relié à son souffle, d'allonger l'inspire, d'allonger une rétention, d'allonger l'expire, d'allonger une rétention à vide, de faire des rythmes respiratoires. Il y a tout un ensemble de techniques qui font que la perception du souffle change complètement. Et l'impact de cet allongement du souffle sur tout le reste s'éclaircit au fur et à mesure de la pratique. Donc c'est le quatrième, et c'est le central, parce que c'est à partir de ce membre-là que Patanjali parle des membres suivants comme étant une bascule, une transformation. Alors, entre le quatrième et les trois derniers, il y en a un cinquième, le pratyahara, qui signifie étymologiquement « je vais chercher ma nourriture et je reviens chez moi ». Ahara, ça veut dire se nourrir, nourriture, et prati, c'est un mouvement qui signifie aller et revenir. Donc c'est le mouvement naturel des sens. Les sens vont chercher leur nourriture, les couleurs, les odeurs, les sons, etc., et les ramènent vers le sujet qui en est conscient. Ça, c'est le mouvement naturel des sens. Mais dans le yoga, le problème de ce mouvement naturel des sens, c'est que
il y a quelque chose en soi qui s'attache à la sensation. C'est-à-dire là, je viens de finir de préparer ma tasse de thé. C'est du Lapsang Souchong, je le bois sans sucre. Si vous m'invitez, vous saurez. Et je goûte la saveur du Lapsang Souchong. Et ben, c'est pas fini quand je repose la tasse. Je me dis, tiens, je devrais en boire une deuxième. Et puis je bois la deuxième, là je m'arrête parce que sinon j'ai une conférence, je vais devoir m'interrompre au milieu pour aller aux toilettes, donc je m'arrête. Mais le Lapsang Souchong continue à tourner quelque part. Et voilà, s'il n'y a plus de Lapsang Souchong chez le fournisseur, je suis vraiment malheureux. Donc la sensation en elle-même est tout à fait ingénue et tout à fait innocente. Mais il y a, et là c'est un facteur psychique, un attachement suspect. Non seulement suspect, mais pervers. Et donc le mot pratyahara, qui veut dire aller-retour des sens, a fini par dire son contraire, le retrait des sens. C'est-à-dire, bon, ben, puisque c'est dangereux en termes d'attachement d'aller vers les sens, on va se retirer. Mais en même temps, il y a un sens plus profond qui correspond à cette idée de retrait des sens. Si je fais référence à ce que je vous ai dit en plaisantant, mais sans plaisanter un peu plus tôt, je vous ai dit, endormez-vous, vous serez plus près de la connaissance que si vous restez réveillé. Le pratyahara, c'est un mouvement tout à fait naturel qu'on connaît tous les soirs. C'est-à-dire qu'on sent que l'énergie qui part à l'extérieur à travers les sens, petit à petit se retire à l'intérieur, et c'est ça qui permet l'endormissement. Et donc, quand on aborde les derniers membres, ceux qui parlent de méditation, eh bien, la méditation, c'est justement en partie cette capacité à cesser de projeter l'énergie vers l'extérieur pour laisser cette énergie revenir vers l'intérieur, ce qui conduit à l'état du sommeil profond, mais en restant réveillé, qui pourrait être une définition de la méditation. Donc là, on en était au cinquième, et les trois derniers doivent être pris ensemble, même s'ils sont décrits séparément, parce qu'ils constituent une transformation, quelque chose qui fait que l'être humain n'est plus tout à fait le même quand ça se produit. Cette transformation peut être fugitive, elle peut durer un peu plus longtemps, ou elle peut s'établir définitivement, et quand elle s'établit définitivement, on peut parler de l'état de yoga, et on peut parler de libération, et on peut parler de connaissance. Alors, les trois moments qu'on décrit séparément, mais qui forment un tout, sont les suivants. Il faut d'abord apprendre à fixer son attention, à diriger son attention. Parce que l'attention, elle est un peu comme un buvard qui absorbe tout ce qui est liquide autour. C'est-à-dire l'attention va être attirée par une chose, par une autre, par une autre. Voilà. Et si je vous dis dirigez votre attention vers votre plante des pieds, je pense que vous pouvez y arriver. En fermant les yeux, c'est plus facile, mais même les yeux ouverts. On a une faculté de diriger son attention, et puis à l'école, on nous a tabassé avec ça. Fais attention, sois attentif, reste avec ton cours. Ouais. Bon, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais voilà, le problème c'est que dans l'éducation telle qu'on l'a reçue, il y a comme une punition dans l'idée de diriger son attention, alors que ça doit être un mouvement très, très léger, très agréable, qui vient de l'enthousiasme et pas de l'obligation. Donc ça, c'est dharana. C'est apprendre à diriger son attention dans une direction. La deuxième étape, qu'on appelle spécifiquement méditation, dhyana, c'est quelque chose qui s'ouvre. C'est-à-dire que diriger son attention vers quelque chose et puis faire effort pour rester sur ce quelque chose, ça conduit à rien d'autre qu'à une crispation supplémentaire. Donc là, il n'y a pas de méditation. La méditation, c'est quand il y a quelque chose qui se détend, à l'intérieur, bien sûr, dans ce processus, et que soudainement, il y a une ouverture
il y a quelque chose qui s'élargit et qui devient conscient de quelque chose dont on n'était pas conscient jusque-là. Et ça serait donc une façon de décrire la deuxième étape, enfin la septième en fait. Je parle de la deuxième étape du processus qui en a trois, les trois derniers membres de l'Ashtanga Yoga, du yoga où il est membre, et qu'on appelle dhyana. Et puis le dernier membre, le plus important, puisque c'est celui que Patanjali a retenu pour définir le yoga, le mot samadhi, c'est lorsque tous les mouvements, y compris celui de l'attention, y compris celui de l'ouverture, s'apaisent et qu'on se repose ou on se recueille en soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intention, de besoin, de nécessité, que l'attention se répande à l'extérieur, mais elle se tait, si je puis dire. La pensée s'est déjà tue depuis un moment, depuis la méditation, et il y a comme un recueillement à l'intérieur de soi dans la notion, alors qu'on pourrait exprimer en français sous la forme « je suis », c'est-à-dire je suis conscient d'être et je suis conscient d'être conscient. Cette notion est là, mais notion, c'est pas le bon terme, cette prise de conscience est là, mais il n'y a pas besoin d'en sortir, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Pour ça, c'est une erreur de traduire ce mot par extase, parce que le mystique chrétien, extasis, cherche à sortir de lui-même pour rencontrer Dieu. Le yogi ne cherche pas du tout à sortir de lui-même parce qu'il sait que Dieu est en lui, si on prend l'expression Dieu. Donc il s'agit de rentrer en soi-même et puis en sortir, ce qui est un petit peu différent. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais ça m'a pris sûrement, oui, 1 heure presque. Je pense que c'est suffisant et que si vous avez besoin ou envie d'interagir avec ce charmant objet qui a démontré sa faculté de fonctionnement, on vous le fait passer. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent interchanger? Vous avez le droit de poser les questions les plus idiotes, parce que comme de toute façon toute question mérite réponse, il n'y a personne ici pour juger si elle est intelligente ou pas. Oui. Voilà, une question. Je l'ai mis en route. Là, ouais, Ça marche. Oui, vous parliez tout à l'heure des passions que chacun pouvait avoir ou qu'on n'a pas. Et vous avez effleuré un petit peu ce côté de dire que quand on a une passion, on arrive dans ce côté un peu méditatif. Et est-ce que le fait d'avoir une passion, c'est pas aussi une forme de yoga? Oui, j'ai utilisé le terme enthousiasme, mais oui, pourquoi pas passion? Bien sûr, c'est comme initiatique de ce point de vue-là. C'est-à-dire, la différence entre être pris, complètement captivé par... alors, je ne sais pas quel exemple donner. On peut prendre des exemples, par exemple, devant un coucher de soleil, devant ou entendant un morceau de musique classique ou autre, ou toute autre expérience de nature aussi bien esthétique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, aussi conceptuelle, intellectuelle, devant une démonstration mathématique ou quoi que ce soit de ce genre, ou devant une passion amoureuse, ou dans une passion amoureuse. C'est initiatique parce que ça fait prendre conscience de la différence entre l'état habituel de dispersion, d'agitation, et cet état lorsque toute l'énergie est recentrée dans une seule direction. Mais ça ne conduit pas pour autant à l'objectif ultime du yoga, parce qu'il demande cet objectif davantage que cela. Parce que ce qui se passe quand on observe, c'est que c'est un peu comme la tasse de thé.
quand il y a un enthousiasme et une passion pour quelque chose, tant que cette chose-là, entre guillemets, dure, il y a ça. Mais le moment où on sort de la salle de concert, ou qu'on rentre en ville après être allé dans la nature, ou que l'aventure amoureuse s'éteint faute de combattants, ou quoi que ce soit de ce genre, il y a comme un contre-coup. C'est-à-dire, il y a une sensation de manque et de, quelquefois même de désespoir. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc ça signifie qu'on n'a pas vraiment compris quelque chose. On n'a pas été jusqu'au point de connaître la raison pour laquelle, dans ce moment passionné et enthousiaste, où toute l'énergie est centrée sur une seule chose, l'agitation a disparu et aussi donc la souffrance a disparu. La souffrance, le mal-être, on va dire, a disparu. Et ça explique pourquoi on est sans doute tous à la recherche d'expériences plus ou moins intenses, plus ou moins transcendantes, mais qu'on est toujours déçu par l'expérience parce qu'on n'a pas encore compris que toute expérience qui dépend d'un facteur extérieur dépend de quelque chose qui est fugitif, qui n'est pas durable. Et que le seul élément stable, durable, c'est à l'intérieur de soi qu'on peut le trouver. C'est le sujet, c'est cela qui est conscient d'eux et non pas ce dont on est conscient. Donc même l'acte le plus passionnel ou le plus passionné, son travers, si je puis dire, sa faillite à venir, c'est que c'est quelque chose d'instable. Ça ne peut pas continuer. Et donc là, il y a déception. Est-ce que j'ai répondu? Merci. Il y a une deuxième personne après. Oui. Tu n'arrives pas à le faire marcher? Voilà. Ah, ça marche. Alors, je voulais demander, parce que vous avez parlé un petit peu de la culture indienne et du sens du yoga, et je voudrais demander si vous pouvez développer un peu sur l'intégration du concept du yoga dans notre société occidentale. On va parler des choses qui fâchent. Tu gardes ta question pour tout à l'heure, la personne, je ne sais plus qui voulait poser une question. Oui, les choses qui fâchent parce que le constat n'est pas très réjouissant, je trouve. En fait, il y a de fortes présomptions pour que l'on pense que le yoga est devenu un élément supplémentaire du commerce international. Alors ça vient évidemment pas de Russie, même poutinienne, ça vient pas de Daesh, ça vient des États-Unis avant tout. Et en France, on n'est pas trop loin derrière. Voilà, donc il y a trois situations en fait. Il y a la situation du passé qui n'existe plus en Inde non plus, qui est que le yoga était considéré comme les arts une activité qui devait être, financée par le mécénat, c'est-à-dire que c'était une activité non lucrative, et le mécénat pouvant être aussi bien de personnes richement dotées comme les Maharajas que de gens très simples qui donnaient vraiment à la mesure de leurs moyens pour que celui qui transmettait le yoga puisse vivre, tout simplement, dans quelque société que ce soit, le problème se pose, à un autre système qui est le système, je dirais, plutôt présent en France, d'une profession soit libérale, soit en association de loi 1901, où la rémunération est annoncée. Dans le système traditionnel indien, je l'ai connu, puisque c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, quand je suis arrivé la première fois à Madras, enfin Chennai maintenant, et que j'ai dit à Deshikacha, bon ben, si vous m'acceptez comme élève, combien je vous paye? Il m'avait accepté. J'ai dit, combien dois-je vous payer? Il m'a dit, ah ben écoutez, réfléchissez, c'est à vous de voir.
c'est pas évident pour un occidental de savoir combien on donne à quelqu'un. Quand on interroge, il y avait un élève algérien, il donnait des clopinettes. Il y avait des élèves américains, il donnait des sommes énormes. Alors voilà, on se situait dans une échelle comme ça, comparative. Bon, mais ici, donc, c'est plus clairement défini, quoi. Et puis après, il y a des systèmes assez pervers qui existent même en France, mais aussi aux États-Unis surtout, où je pense en particulier aux enseignants de yoga, une fois qu'ils ont fait leur formation, ils sont tenus de reverser 25% de leur salaire ou de leur gain aux fondateurs ou aux formateurs de telle ou telle école de yoga. Là, on commence vraiment à trouver que ça a fait un peu grincer les dents. Il y a aussi en France beaucoup de bénévolat et beaucoup de professeurs de yoga qui, je ne dirais pas crèvent la faim, mais en tout cas, comment dire, il y a un peu les séquelles de la culture chrétienne, avec le fait qu'il y a quelque chose de la nature du sacerdoce dans le yoga aussi. Et que finalement, quand les gens se font payer, ils ont tort, ils ne devraient pas être payés du tout. Enfin, c'est très mélangé. Voilà. Donc ça crée un problème. C'est le premier. Le deuxième problème, c'est le fait qu'en Occident, on a pris ce qui nous paraissait unique, le travail postural, le travail respiratoire, encore pas trop pour ce second. Les principes qui gouvernent la pratique des postures, tout ça, on a appris beaucoup de choses. Mais il y a peu de gens qui sont allés plus loin et qui s'intéressent à la totalité. Ou alors c'est d'une manière très superficielle. On énumère. Il y a des formations que je ne citerai pas pour ne pas avoir des procès ensuite, mais qui proposent une formation à l'enseignement du yoga en 1 mois ou en 3 mois. Tout ça, ça laisse présager de quelque chose d'assez inquiétant. Alors, moi je suis un des fondateurs de ce qui était l'origine de l'IFI il y a beaucoup d'années, parce que je me suis dit que, puisque en rentrant d'Inde, on m'a sollicité dès mon arrivée pour former des enseignants, à l'époque c'était à la FNEY, et ensuite je me suis dégagé de ça et j'ai contribué à la création de l'IFI, je me suis dit il faut quand même qu'il y ait une structure qui serve d'interface entre les enseignants que je forme et l'État. Il n'y avait pas de réglementation sur le yoga à l'époque. Il n'y en a toujours pas. Dieu merci. Si Dieu existe, Dieu merci. Et donc, cette structure, parmi d'autres, il y a au moins 4 ou 5 fédérations importantes en France, s'est développée. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que le futur du yoga, c'est pas dans les fédérations et dans les structures. C'est vraiment... Ça doit continuer à se développer comme ça s'est développé en Inde, sauvagement, hors norme. Voilà. Moi, c'est trop tard maintenant pour prendre mon habit de sadhu et partir sur les routes. Mais je suis sûr que l'esprit du yoga, c'est un esprit de liberté et ça ne va pas avec les structures. Voilà, je ne sais pas si je dois ajouter autre chose. Ça répond à ta question, tu voulais que je développe quelque chose plus précisément? Non, c'est bien. Par contre, ça ne répond pas à la question que vous avez posée au début. C'était? Vous avez parlé du fait de la vie quotidienne générale, notre société, comment on vit, comment on pense, et le penser du yoga aussi. Je pense que c'est comme, admettons, pas le voyage dans un TGV entre Montpellier et Paris, mais dans un voyage de train qui part de Pékin et qui arrive à Moscou. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire quand on part de Moscou pour aller à Pékin ou de Pékin pour aller à Moscou, on est d'une certaine façon. Mais ça dure beaucoup de jours. Donc quand on arrive, on n'est plus le même. Voilà. Donc quand on s'engage dans le train du yoga en Occident, on est un occidental 100%, français 100%. Et au fur et à mesure qu'on voyage dans le train du yoga, il y a
des changements qui s'opèrent et on ne voit plus les choses tout à fait de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on porte un dhoti ou un sari, qu'on met un signe sur le front, qu'on brûle de l'encens ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est pas exotique. Je crois que le yoga est une entreprise universelle, enfin je veux dire universelle dans l'humanité, la recherche de l'absence de mal-être, c'est une manière de le dire, mais surtout, bon, je n'ai pas souligné cet aspect, mais je vais peut-être juste dire deux mots. Le sujet authentique, ce que je suis vraiment, les rishis en Inde l'ont défini en 3 mots. Les 3 mots ensemble définissent le sujet, ce que je suis. Et le jeu ici, c'est chacun d'entre nous. Je suis, sat, c'est. Personne ne peut dire je ne suis pas. Bien que le Sankhya le dise à un moment. Le Sankhya, qui a un enseignement parallèle du yoga, dit « je ne suis pas, rien n'est à moi ». Mais il ne parle pas du je, là, il parle du moi, il parle du faux sujet. Mais le vrai sujet est chit. Chit, en sanskrit, c'est pas shit en anglais, ça veut dire conscience. Ce je, ce que je suis, n'est pas inconscient. Il est conscient d'être conscient. Ce que chacun d'entre nous est. Personne ne peut dire ici « je ne suis pas conscient ». Si vous dites « je ne suis pas conscient », vous dites quelque chose qui nie la phrase que vous êtes en train de dire. Pour dire cette phrase, il faut que vous soyez conscient. Et le troisième terme est un peu moins évident, Ananda, la félicité. Ce je qui est et qui est conscient est pure félicité ou pure béatitude ou pure joie. Voilà, ça c'est un peu moins évident parce qu'il y a pas mal de couches qui font obstacle à la perception de cette joie. Merci en tout cas pour la question. Je crois qu'il y avait une autre question, si elle est toujours d'actualité. En fait, j'en avais 2. Vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre l'objet et le sujet, avec un lien avec la psychanalyse. Avec un lien, pardon, avec la psychanalyse. Vous avez fait des liens, des ponts avec la psychanalyse. Et vous venez d'en refaire un au niveau de la différence entre je suis, donc, et le moi, le soi et le moi. Si vous pouvez en dire un petit peu plus. Et puis la deuxième question, par rapport au titre de cette conférence que vous nous laissez entendre, vous parlez de préalable. Et je me posais la question de ce préalable de l'élève qui vient assister à un cours de yoga et qui est beaucoup sur du but et qui est beaucoup moins sur du sens. Voilà. Alors, à la suite je vais répondre à la deuxième question, parce que c'est la première. La première dans le sens que c'est celle qui me reste à l'esprit, je viendrai à la première en deuxième. Je mélange, bon, ça fait rien. Pour la deuxième question, oui, on vient tous avec une idée de ce que le yoga va nous apporter, ou en tout cas une curiosité. Bon. Et à ce propos, ça me rappelle ce qui s'était passé à la suite d'une proposition de mon professeur, les Shikachar, qui nous avait dit, on était une dizaine d'élèves, vous avez tous pris les cours avec moi, en individuel, vous êtes tous venus à Madras pendant des années, et aucun d'entre vous n'a aucun papier garantissant que vous avez fait ce trajet, donc je décide d'organiser ce qu'on a appelé ensuite le diplôme supérieur Vini Yoga, en Suisse. Et bon, ça s'est plus ou moins bien passé, l'organisation était un peu fautive, je trouve, mais toujours est-il qu'à la suite de cette première session et d'une deuxième à Paris par la suite de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas réussi à passer, il nous a conviés tous de venir à Madras pour faire une sorte de stage de mise au point. Puisqu'on avait tous travaillé individuellement avec lui, on n'avait aucun d'entre nous reçu la même chose, puisque c'est une caractéristique de l'enseignement du yoga réel, pas celui en groupe, c'est de faire du sur-mesure. On ne sort pas tous avec le même t-shirt avec marqué dessus Ananda, félicité. Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il avait fait cette proposition, on s'était retrouvés à Madras et il nous a posé une question. Il a dit, voilà, vous avez un élève, et lui il pense toujours en cours individuel, mais bon,
nous, on était au cours collectif, hein, parce qu'en Occident, ça n'existait pas, le cours individuel. Petit à petit, ça vient. Vous avez un élève qui vient et il vous dit, voilà, moi, je voudrais faire du yoga parce que... Et il vous donne une raison. Ou il vous dit, je veux absolument faire la posture sur la tête parce que j'ai vu des photos, ça me semble formidable, etc. Et vous voyez, en l'écoutant, que sa motivation n'est pas juste ou sa demande ne l'est pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à sa demande quand même, ou vous essayez de l'influencer pour qu'il accepte de faire autre chose? On a discuté de ça, tout ça, et puis finalement, lui, il a donné sa réponse, il a dit, ce qui est impératif, c'est de répondre à la demande. Parce que si vous ne répondez pas à la demande de la personne, elle va arrêter le yoga. Et elle ne saura jamais qu'il y avait derrière sa demande quelque chose d'autre. Donc la première obligation, la première nécessité pour un enseignant, c'est de répondre à la demande. Après, ça ne lui appartient pas ce qui va... Mais s'il ne répond pas à cette demande, en général, c'est la fin de la relation et donc rien ne va se produire. Voilà. Donc il y a une grande différence entre... Si j'essaie de revenir en arrière, mais c'est bien loin, pourquoi je me suis mise au yoga? Bon, ben, moi, manifestement, c'était parce que j'étais pas vraiment dans une situation très heureuse dans ma vie et je cherchais une réponse. Aujourd'hui, si je continue à enseigner et à pratiquer, c'est pas du tout pour cette raison-là. Ça a complètement changé au cours du temps. Voilà. La première question est plus compliquée, la différence entre soi et moi. C'est ça, hein, si je résume. Fondamentalement, il n'y en a pas. La réponse ultime, il n'y a pas de différence. Mais en concession au fait qu'il semblerait qu'il y en ait une, on est obligé d'accepter l'idée qu'il y a quelque chose à faire pour le moi, c'est-à-dire le sujet psychologique, c'est-à-dire le personnage qui se croit être né à une certaine date, avoir vécu, et ça il ne le croit pas, il le sait, un certain nombre d'expériences. Je dis croit parce qu'on lui a dit qu'il était né à cette date-là, il n'en a pas le souvenir. Mais ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, et cette continuité qui semble réelle de ce personnage, si je te dis non, il n'y a personne ici de ce genre, ça passe difficilement, hein, même à l'époque de Patanjali. Donc, il n'y a que dans les voies non progressistes, extrêmes, où on situe immédiatement et d'emblée le fait qu'il n'y a qu'un, il n'y a pas deux. Il n'y a que la pure conscience qui se densifie sous la forme de l'activité psychique qu'on voit dans le rêve, et puis ensuite des objets matériels et du monde, du corps physique dans lequel se trouverait la conscience, dans lequel le corps physique se trouvant lui-même dans un monde concret d'objets. Ça, c'est la vision commune, même à l'époque de Patanjali, et dire autrement, ça serait difficile. Sauf peut-être pour une ou deux personnes dans la salle. Levez la main. Et cependant, en fin de compte, c'est ce vers quoi on doit tendre. Ça rejoint une parole, mais je ne sais pas exactement quel sens il y mettait, d'un des fondateurs de la physique quantique, évidemment son nom va m'échapper, qui disait que si conscience il y a, elle ne peut être qu'une, ce qui correspond à l'intuition des sages védiques. C'est pas Bohr, bien sûr, c'est un Autrichien, mais je ne sais plus qui c'est. Enfin, vous pourrez trouver ça si ça vous intéresse. Et voilà, le Vedanta, qu'on ne peut pas vraiment séparer du yoga, mais l'enseignement du Vedanta, c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais eu deux, et encore moins la multiplicité, il n'y a qu'un. Il n'y a pas deux. Dans le yoga, c'est présenté autrement, en termes de concession. Il y a la nature, la prakriti. La nature projette toutes les formes, mais ces formes sont non pas inertes, bien entendu, elles sont vivantes, certaines, mais elles ne sont pas propriétaires de la conscience. Elles sont juste locataires, si je puis dire. Ou plus exactement, la conscience est locataire dans toutes les formes. Et la conscience est à part, purusha. Et
pour tenir compte de l'objection, oui, mais s'il n'y avait qu'une seule conscience, comment se fait-il que Geneviève, par exemple, s'est éveillée et a pleine connaissance de la réalité, et que François, lui, continue à être dans l'obscurité et l'ignorance? C'est donc qu'il doit y avoir plusieurs consciences. Donc le Purusha est présenté au pluriel. Mais c'est une concession. En Inde, le yoga a été accepté comme faisant partie du point de vue général, parce qu'on sait que c'est juste un point de vue pédagogique, que ce n'est pas la réalité ultime. Je réponds à ta question comme ça. Il y avait encore une question par là, mais je n'ai pas le micro. Quand vous en avez assez, vous vous levez, vous partez comme ça. Moi, je peux me lever et partir aussi. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Il y a une chose que je voudrais... Une question que j'aurais... Il n'est pas allumé. Ah, il n'est pas allumé. Donc, je disais merci pour tout ce que vous nous avez dit, qui est extrêmement intéressant, qui dit que le yoga ne va pas vers un but, mais vers un sens. Donc, que les gens qui pratiquent le yoga, l'important pour eux, c'est d'avoir un sens, d'aller vers quelque chose, quoi. Et je voudrais savoir à ce sujet-là ce que vous pensez de la pensée de Teilhard de Chardin, qui dit que nous avons des expériences spirituelles, mais qu'en fait, c'est une erreur de parler ainsi, qu'en fait, nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Rien à redire. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on l'oublie très vite. Et on l'oublie en grande partie à cause de la force du conditionnement qui n'est pas celui-là. Et donc, pour la majorité des gens, il y a tout un travail à faire, ou plus exactement, quelque chose à défaire. Je ne sais pas si c'est le moment d'aller plus loin là-dedans, mais voilà, merci en tout cas de cette contribution. Ce n'est pas une question, c'est plus un ajout. Voilà, mais il est peut-être temps, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites, d'aller se rafraîchir ou... Il y a encore une question. C'est encore un apport? Non, moi ça fait pas longtemps que je pratique le yoga, ça fait un an, et je voulais savoir, en fait, comme on a dit, c'est une expérience assez personnelle, et au-delà du cours, après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, et avec qui on peut le partager, qu'est-ce qui peut venir nourrir ça, peut-être des lectures, et justement vous dites qu'il y a beaucoup de dérives, mais après tout, vous, enfin, je sais pas, mais, comment dire, quels sont les moyens qui peuvent nous permettre d'aller plus loin? Qu'est-ce qui sécurise, enfin, je sais pas si on peut parler de sécurité, mais comment dire, où est-ce qu'on peut se diriger, vers qui, vers quoi, pour nous aider à faire quelque chose de tout ce qu'on, enfin, tout ce qui va être vécu pendant le cours, oui, alors... et qu'est-ce qui nous garantit que les lectures qu'on va faire ou les gens qu'on va écouter en conférence, c'est pas du délire, c'est pas du délire. Alors justement, le yoga est défini par deux termes. Le second va répondre à ta question. Le premier, c'est que c'est un parinama vada. Enfin, il y a trois termes en fait. Il y a un parinama vada, c'est-à-dire c'est une voie qui considère que tout change, hormis l'observateur, le sujet. Donc, admettons que tu prennes un livre sur un rayon qui parle du yoga ou d'autre chose et que tu commences à lire et tu es vraiment influencé, tu trouves ça très positif, et tu t'engages dans un processus qui te conduit, je ne sais pas, moi en Inde par exemple, dans un ashram particulier, et puis tu vas y vivre 3, 4, 5 ans, et puis au bout de 5 ans, tu vas t'apercevoir que tout ça c'est du pipeau, que c'est un charlatan, que c'est tout pour l'argent, pour le pouvoir, pour le sexe, etc. Tu auras fait une expérience, sur le coup tu vas être très déçu, mais en fait, c'était probablement absolument nécessaire pour que quelque chose se dessine dans ton regard.
c'est la conviction profonde qu'il nous arrive réellement ce dont on a besoin dans ce processus, et qu'il n'y a pas de, j'ai dit pas de sécurité, hein, il n'y a pas de protection absolue sur le fait que ce qu'on va lire ou ce qu'on va faire ou ce qu'on va rencontrer, c'est un peu comme si on était mis dans une fusée absolument sécurisée qui nous transporterait de cette planète qui est la planète Terre à la planète de la connaissance, et voilà, ça ne marche pas comme ça. Ensuite, le deuxième terme, c'est bon, Sattvada, c'est une voie qui reconnaît la réalité de l'être, laissons ça de côté pour le moment, et le troisième, c'est Svatantravada, c'est la voie de l'autonomie ou de l'indépendance. Donc, ce que dit le yoga, comme aussi l'a dit le Bouddha quand il s'est éveillé, ne fais confiance qu'à une seule chose, c'est à ton expérience. Mais ton expérience est un guide que dans la mesure où tu es vraiment attentive à cette expérience. Si tu fais des expériences n'importe comment, sans être vraiment à l'écoute de ce qui est en train de se passer, tu n'apprendras rien de l'expérience. Mais c'est l'expérience elle-même, donc la pratique en particulier, qui va te conduire là où il faut que tu ailles. Voilà. Ah, encore une question? Oula, là, là, il faut que je m'assieds bien droit dans ma chaise. Moi, je voulais juste, puisque tu parlais du Bouddha, tu as parlé tout à l'heure de méditation, etc., que je pratique, et je pratique aussi le yoga que j'enchaîne, mais je voudrais que tu évoques un petit peu la relation du yoga avec la religion, parce que pour moi, par exemple, la méditation pratiquée par les bouddhistes, c'est une méditation dans un cadre religieux. Et qu'en est-il du yoga? Pour ouvrir sur cette question-là, si tu peux donner quelques éclairages là-dessus. Alors, le bouddhisme, comme le christianisme, est une religion qui cherche à avoir des adeptes. L'hindouisme, comme le judaïsme, c'est une religion qui dit que c'est pas possible de se convertir. Et que donc on est né hindou, on ne peut pas le devenir. Et que par conséquent, comme le yoga n'a jamais existé en dehors du contexte religieux, on peut prendre du yoga à son côté universel, mais on ne doit pas essayer de s'approprier un côté religieux qui est en contradiction avec le fait que la religion, ça ne s'exporte pas, ça ne s'importe pas. C'est un ensemble tellement profondément inscrit dans la psyché collective que ça ne peut être au mieux que de l'exotisme de pacotille. Voilà. Ça, c'est le point de vue. Donc, quand je suis allé à Madras, moi, évidemment, j'avais, avant de rencontrer le yoga, je m'étais intéressé au bouddhisme, etc. À l'époque, il n'y avait pas de centre bouddhiste en France. J'ai posé la question à Deshikachar, la méditation. Il m'a dit, la méditation, il a changé après, hein, mais à l'époque, il disait, ça, il faut que vous alliez chercher dans vos racines. Nous, on ne peut rien faire parce que... Alors lui, il fait partie, comme son père, ou en tout cas son père surtout, parce que lui, c'est récent, c'est un ingénieur de formation, et au départ, la religion, ça l'enquiquinait. Mais ils font partie d'un courant qui s'appelle le Vishishtadvaita Vedanta, c'est-à-dire, on traduit en français le Vedanta non qualifié, c'est-à-dire le Vedanta qui ne dit pas que le monde est illusion, comme le dit Shankaracharya, qui est Maya, pouvoir de magie, illusion de multiplicité, mais que tout est Dieu. Dieu est un, Dieu est tout, et Dieu est en tout, ou Dieu est plus exactement tout, pas en tout, parce que ça impliquerait qu'il y ait quelque chose d'autre que Dieu. Donc voilà, cet enseignement-là, il refusait de le donner, il l'a refusé tout au long de sa carrière d'enseignant, parce qu'il estime que ça fait partie de sa culture et sa religion, et que ce n'est pas exportable. Voilà. Après, les Tibétains n'ont pas ces hésitations, et c'est devenu l'islam non plus d'ailleurs. Voilà. On peut choisir d'être converti d'un côté ou de l'autre, mais le yoga n'est pas en soi, et c'est pour ça que je disais que c'est important qu'il retrouve qu'il développe son statut d'autonomie et d'indépendance, comme ça a été le cas en Inde, parce qu'en Inde, il n'y a pas de religion instituée. Hein,
dès qu'il y a quelqu'un qui a un discours qui parle de quelque chose comme le sens de la vie, il est déjà mis sur un piédestal et ça devient, au bout de même pas quelques générations, ça devient une autre forme de religion. C'est de ce point de vue-là très, très libre et très ouvert. Et donc, en tant que pratiquant occidental du yoga, je pense que le yoga nous met en relation avec une dimension qui n'est pas celle de la pensée, ni celle de simplement l'instinct de survie, et que par conséquent, ça participe de l'esprit religieux. Mais on n'est pas obligé de se mettre une burqa ou de porter un sari, comme j'ai dit, ou de se raser le crâne, de prendre des vœux, quoi que ce soit de ce genre. Ah, encore une question, alors là je m'assieds encore plus droit parce que c'est... Non, c'est une dernière question. Oui. Ça marche? Oui. Non, c'est à propos des Yoga Sutras. Oui. Je me suis posé dernièrement la question parce qu'en fait finalement je ne le savais pas vraiment. Il y a différents courants du yoga. Est-ce que pour tous les courants de yoga, les Yoga Sutras jouent un rôle, ou pour certains ça n'existe pas? Et ensuite je me suis posé la question, ça fait très longtemps que les personnes commentent les Yoga Sutras, on les commente toujours aujourd'hui, mais il ne me semble pas que ça a donné naissance à des courants différents. Si. Comme les religions, et que les courants qui existent sont plus liés à des personnes, mais plus à des pratiques. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tous les enseignements qui se qualifient de yoga reconnaissent le Yoga Sutra comme autorité. Ça, c'est considéré comme le texte et l'enseignement normatif. Mais il y a des courants qui le reconnaissent, mais en disant que le contexte et justement les concessions qui sont faites sont critiquables. C'est-à-dire qu'ils placent leur enseignement au-dessus du Yoga Sutra en termes de yoga. Par exemple, le shivaïsme cachemérien, en général les courants tantriques, l'Hatha Yoga aussi. Le fameux Hatha Yoga qu'on dénomme à tort ici comme étant le yoga uniquement postural, en fait c'est une école de yoga qui a disparu, mais qui a existé surtout au Bengale au Moyen-Âge, et son enseignement est différent de celui du Yoga Sutra, même s'il reconnaît la valeur et l'autorité du Yoga Sutra, ils ont une autre interprétation. Et ce dont tu parles, les différences, les divergences de commentaires, ils font la règle en Inde. Il n'y a pas un seul texte, un seul enseignement qui n'ait pas été commenté, et commenté de façon très différente par les uns et par les autres. Et le yoga n'échappe pas à cette règle. Pour la raison simple, c'est le grand mystique cachemérien qui l'a explicité. Il disait, voilà, Abhinavagupta, il disait, si vous êtes touché par un enseignement que vous trouvez dans un texte, comme je vais vous montrer, ceux du fond ne verront pas, mais vous connaissez sans doute, voilà, ça se présente comme ça, c'est un texte qu'on peut réciter, là c'est la transcription en français, mais sinon il y a la Nagari, l'écriture sanscrite aussi quelque part. Vous êtes touché par un texte, la première chose à faire c'est de demander si l'auteur est vivant ou mort. S'il est vivant, vous quittez tout, femme, enfant, travail, etc. Vous partez, vous allez rejoindre l'auteur pour lui poser directement les questions, parce que c'est seulement là que vous aurez une réponse crédible. Mais si l'auteur est mort, qu'est-ce que vous faites? Alors il faut écouter la résonance dans son cœur. C'est-à-dire, le texte résonne en vous, et vous écoutez cette résonance, et c'est ça qui est fiable. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est pas d'une vérité absolue, parce qu'elle n'existe pas. Vous avez besoin d'une vérité relative qui est celle que vous êtes capable de ressentir et d'entendre maintenant. C'est celle qui va vous guider tout de suite. Et dans ce sens, n'importe quel texte peut servir d'instrument de résonance. Voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup éclairé quand j'ai entendu ça. Enfin, ou lu ça. Non, c'est entendu, parce que c'est un professeur de sanskrit qui me l'avait donné, cette citation. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée.